Bonjour à tous, je me présente d'abord, je suis Alain Goulen et je vais vous présenter brièvement la profession d'avocat, ce que c'est, en quoi elle consiste, quelles sont les études qu'il faut faire, et quelques conseils en matière de formation, aussi bien au Brésil comme en France. Alors, l'avocat, tout d'abord, c'est une profession qui est libérale. Libérale, il y a le mot liberté. Donc, en principe, vous êtes libre de conduire vos dossiers et ce que vous faites librement, et vous êtes aussi libre de fixer le prix de vos prestations, c'est-à-dire les honoraires, librement. Dans la profession d'avocat, on voit plusieurs branches, plusieurs types de matières. On a d'un côté l'avocat qui fait du droit pénal, l'avocat pénaliste, qu'on appelle au Brésil l'avocat criminaliste, qui est celui qui va défendre un individu qui a commis une infraction pénale ou un crime en portugais à l'égard de la société. Donc on est dans le viol, le meurtre, la tentative de meurtre, l'acte terroriste et toutes sortes d'atteintes à la personne et à la société. Donc là, l'avocat pénaliste, il a un domaine qui est plus précis et il sera toujours en matière contentieuse, il va toujours défendre l'individu, liberté de l'individu face à l'État qui est en train de le poursuivre. À part ça, nous avons les autres matières où on n'est pas forcément toujours en matière contentieuse, qui sont les matières dites civiles au sens très large, c'est-à-dire on peut être très bien chargé d'un dossier en matière de droit de la famille, par exemple le divorce, par exemple une succession, par exemple la séparation des biens, par exemple le droit de garde des enfants, par exemple les obligations du père et ou de la mère à l'égard de l'autre quand il y a une séparation, etc., etc. Donc ça, vous avez plus d'idées de ce domaine-là par votre vie privée, de vos proches ou par la télévision ou les films. On a également l'avocat qui s'occupe aussi des contrats. Les contrats, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre dans un contrat de travail, dans un contrat d'achat, dans un contrat de location, dans un contrat de prêt, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre et comment conseiller son client à mettre ce qu'il faut et refuser de mettre autre chose dans son contrat. Et s'il y a un litige, aller devant la juridiction pour dire que votre client il avait bien appliqué son contrat ou l'autre partie n'a pas bien exécuté son contrat. On a aussi l'avocat qui s'occupe du droit des biens, c'est-à-dire la propriété sur les biens. Qui est propriétaire de quoi? Moi, j'ai une parcelle d'un terrain ou d'un appartement ou d'une maison et j'empiète sur le terrain de mon voisin en construisant une cabane ou autre chose. Ça, c'est le droit des biens. On a également la matière essentielle aussi du droit du travail. Quelles sont les obligations de l'employeur? Quelles sont les obligations de l'employé? Comment est-ce qu'un employeur peut licencier un employé? Comment est-ce qu'un employé éventuellement licencié peut agir à l'encontre de son employeur s'il estime qu'il a été licencié de façon abusive ou pas? Donc là, l'avocat en droit du travail, c'est celui qui va soit défendre l'employeur en disant que l'employeur était dans son bon droit, soit défendre l'employé en disant que l'employé a tel et tel droit qui n'ont pas été respectés, soit aussi en conseil, c'est-à-dire travailler pour une entreprise et conseiller l'entreprise à mettre certaines clauses dans les contrats et pas d'autres parce que sinon on va enfreindre la législation du travail. Autre domaine aussi où il y a une forte croissance et une forte demande, c'est en matière d'environnement. Là, vous pouvez être aussi bien en matière contentieuse à défendre votre client qui a été ou qui est accusé ou d'avoir enfreint aux normes environnementales, d'avoir construit pas comme il fallait, ou d'avoir causé tel et tel dommage à la santé ou à la protection des animaux ou à la protection du climat par rapport aux normes qu'il n'a pas respectées. Vous pouvez aussi être conseiller une collectivité locale, une entreprise qui veut se développer. Une collectivité locale, est-ce qu'elle va pouvoir, oui ou non, construire une digue à tel endroit, construire une route à tel endroit? Est-ce que ça va être d'accord en conformité avec les normes de l'environnement ou pas? Une entreprise qui veut construire une usine, est-ce qu'elle peut faire telle et telle construction et tel ou tel produit en fonction de la zone où elle est?
On a le droit de l'urbanisme, est-ce qu'on peut construire à tel endroit ou pas à tel endroit, et ainsi de suite. Donc le droit couvre toutes les matières qui règlent la société. Et quand on fait du droit, quand on est avocat, il faut toujours s'adapter. Les lois changent au fil des évolutions de la société, au fil de l'évolution de la science, et forcément l'avocat doit suivre l'évolution de ces lois. L'avocat peut travailler en contentieux et ou en conseil. En contentieux, c'est celui qui va au palais de justice, qui porte sa robe quand il est en France et qui va défendre les intérêts de telle ou telle partie. En conseil, c'est lorsque l'avocat est plus dans une logique de prévention. Il va aider son client à éviter d'être poursuivi pour une infraction, soit au code du travail, soit au code de l'environnement, soit au droit du contrat, soit au droit de la famille, soit quelle que soit la matière. Mais l'avocat est là pour éviter qu'un contentieux ne surgisse. Donc c'est l'avocat qui fait plus de préventif qui est dans le conseil. Bon, pour être avocat, il faut d'abord faire des études de droit, aussi bien au Brésil qu'en France. Donc faire des études de droit, ça n'a pas une obligation de section précise pour ceux qui sont en terminale, L, E, S ou S. En revanche, ça a peut-être un peu plus de sens pour ceux qui sont en seconde, en première, avec les matières de spécialité. Il n'y a pas de règles précises. Mais en revanche, un conseil pour ceux qui voudraient faire du droit pour pouvoir être avocat par la suite, c'est de savoir apprécier et maîtriser certaines matières. Aussi bien en France comme au Brésil. Les matières qui seraient intéressantes à apprécier ou à s'investir seraient tout d'abord, pour comprendre la société dans le monde et le monde dans lequel nous vivons, serait l'histoire, la géographie et sciences économiques et sociales. Donc pour ceux qui sont en terminale, l'idéal serait d'être NOS, mais c'est mon avis personnel. Pour ceux qui sont en seconde ou en première, les matières de spécialité où on voit davantage de sciences économiques ou davantage d'histoire géo, davantage d'humanisme. Pourquoi histoire géo et sciences éco? Pour comprendre une loi, il faut comprendre la société dans laquelle on est. Et le droit étant issu de l'évolution de la société, le droit évolue toujours avec la société. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, peut être extrêmement important. Bon, comme vous le savez tous, les lois sont adoptées par les députés, le pouvoir législatif, et comme vous le savez tous aussi, les députés sont élus par le peuple. Donc indirectement, les lois sont adoptées au nom du peuple, et le peuple évoluant, ben, la loi évolue aussi, et le droit évolue aussi. Des exemples pour que vous puissiez comprendre. Dans les années 70, on a eu par exemple la loi sur l'IVG, qui est la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui a permis aux femmes de pouvoir avorter librement sans être sanctionnées pénalement pour autant. Toujours dans les années 70, nous avons la loi qui permet le divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'un couple peut très bien divorcer sans qu'il y ait obligatoirement une faute de la part de l'un ou de l'autre. Dans les années 80, un exemple de loi qui a suivi l'évolution de la société, c'est la loi qui est venue abroger la peine de mort. Et chaque étape avait son évolution et ses normes qui ont évolué avec l'évolution de la société. Des exemples plus récents pour vous, on voit des exemples des années 2010, puisque vous les connaissez tous à peu près. Dans les années 2010, nous avons eu par exemple la loi sur le mariage pour tous, qui permet aux couples aussi bien hétéros qu'homosexuels de se marier et d'avoir tous les droits issus du mariage. Nous avons eu les lois, là pour le coup, c'était pas une évolution de société, mais une évolution historique, suite aux attentats terroristes que nous avons vécu en France en 2015 et en 2016. Il y a eu toute une série de lois antiterroristes qui ont été adoptées en France pour contrer, pour renforcer la protection des Français dans leur sécurité. Toujours dans les années 70, et vous êtes sûrement plus au courant, toutes les lois qui existaient ou qui ont été renforcées sur le harcèlement moral,
les atteintes aux droits des personnes, les incitations à la haine raciale, les incitations à la violence. Donc toute personne qui publie ou qui dit quelque chose à la presse ou publiquement ou dans les réseaux sociaux qui peuvent être des posts ou des paroles qui sont homophobes, qui sont antisémites, qui sont racistes, tout cela est aujourd'hui encadré et pénalement sanctionné. Y compris par exemple encore plus récent, les revenge porn, de publier un acte sexuel sans avoir l'autorisation de la personne qui apparaît sur la vidéo est devenu récemment un acte pénal répréhensible par le code pénal. Donc voilà, l'évolution de la société existe et les lois existent et les lois suivent cette évolution. Donc pour comprendre et maîtriser une loi, il vaut mieux maîtriser en amont la raison d'être de cette loi. Autre matière qui pourrait être intéressante à privilégier, non pas d'être le meilleur élève de la classe, mais s'intéresser quand même, à part l'histoire géo et sciences économiques et sociales, c'est la philo. La philo pour ceux qui sont en terminale. Comprendre aussi l'individu, l'homme en tant que tel, peut être utile pour entamer des études de droit de façon un peu plus sereine. C'est-à-dire, on doit non seulement comprendre la société et le monde dans lequel on vit, mais on doit aussi comprendre l'individu et l'homme. Donc, les thèmes que vous voyez en philo comme la liberté, comme la pulsion, comme la justice, comme l'expression, comme le langage, tous ces thèmes que vous voyez en philo, ben, ça peut être intéressant quand même si on veut faire droit ou d'autres matières humanistes ou proches comme Sciences Po. Et enfin, encore une matière qu'il faudrait quand même privilégier, à part histoire géo, sciences éco et sociales et philo pour comprendre l'individu, c'est le français ou le portugais pour ceux qui veulent faire des études de droit au Brésil et exercer au Brésil. On vous demandera toujours de vous exprimer, aussi bien à l'écrit comme à l'oral, dans un français impeccable. On ne vous demande pas d'être des grands spécialistes en français, mais on vous demande quand même de vous intéresser à la formule des phrases, à la grammaire, aux accords, lorsque vous vous exprimerez aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc vous devez donc faire les études de droit pour être avocat par la suite. Comment et où et pour combien de temps? Donc en France d'abord, toutes les facultés de droit sont obligatoirement publiques en France, c'est-à-dire qu'elles sont toutes gratuites. Et l'accès est par Parcoursup, comme vous le savez très bien. Il n'y a pas de différence de niveau entre les différentes facs de droit en France. Vous pouvez choisir au moins jusqu'au niveau L, c'est-à-dire licence de 3 ans, une université de votre convenance. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Paris pour faire vos 3 premières années d'études de droit. En revanche, pour après, on peut très bien se diriger vers une M1 et surtout pour une M2 dans une faculté mieux connue pour sa spécialité. Par exemple, en droit européen, on irait plutôt à faire son M1 ou son M2 à la fac de droit de Strasbourg. Pour le droit des propriétés incorporelles ou industrielles, Montpellier ou Dijon. Pour le droit économique, l'université de la faculté de droit de Nice. Pour le droit des affaires, ça peut être Aix, Paris 2 ou Paris 10, et ainsi de suite. Donc jusqu'à la licence, pas obligé d'être dans une université plus qu'une autre. Après, M1 et surtout pour M2, on peut choisir les différentes universités en fonction de leur spécialité. Au Brésil, on peut avoir des facultés de droit privées comme publiques. À Sao Paulo, il est mieux réputé, donc au niveau public, on a la USP, et au niveau privé, la fac de droit de la PUC et du Mackenzie. Donc pour ces trois-là, vous devez passer un vestibular pour pouvoir entrer dans une de ces 3 universités. Bon, après, c'est très inégal entre les facultés privées qui existent au Brésil. Je vous recommanderais vraiment d'être sûr du niveau et de l'image qu'a la faculté de droit si vous comptez rester ici au Brésil par la suite. Pour combien de temps maintenant? Au Brésil, obligatoirement, 5 ans de formation. Il y a 5 ans d'études supérieures
pour avoir le niveau de diplômé en droit, ce qu'on appelle bacharel em direito. En France, pour pouvoir se présenter aux examens et pour être avocat par la suite, on exige un minimum de 4 ans, c'est-à-dire le niveau M1. Mais il est vivement conseillé d'aller quand même jusqu'au niveau M2, c'est-à-dire Bac plus 5. Et après, comment est-ce qu'on devient avocat? Alors, au Brésil, après 5 années d'études dans une fac de droit, vous avez le bachelor em direito et vous vous présentez aux examens de l'OAB et c'est fini, et vous pouvez prêter serment et être avocat. En France, après 4 années M1, où on conseille quand même 5 années M2, on peut se présenter aux examens d'accès à la formation d'avocat. Donc c'est un examen qui est très sélectif, il y a environ 10-15% de taux de réussite. Et une fois qu'on a passé cet examen, on a 1 an et demi de formation en alternance cours et pratique dans des stages en cabinet ou en entreprise. Et après, on passe au bout de 7 ans et demi, 7 années et demie, on passe un examen de sortie et on obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Voilà, j'espère que j'ai pu être assez complet et n'hésitez pas si vous avez besoin de contacter via mission orientation de l'APE ou via Madame Paola Cagnoni. Je serai là bien sûr pour répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.